Désolé de ce temps, de ce contretemps. Donc, juste pour comprendre le modèle de fonctionnement, aujourd'hui, il y a trois équipes France Jeunes à la fédération, qui sont les moins de 18 ans, les moins de 20 développement et les moins de 20 ans, que vous voyez sur la première ligne pour la saison à venir. Peut-être que les années prochaines, il y aura une équipe France 23. C'est pour ça qu'il y a quatre lignes sur les projets suivants. Donc, notre responsabilité, c'est d'avoir tout un climat de formation, tout un climat d'apprentissage le plus cohérent possible au sein de ces trois équipes, que ce soit dans les temps de rassemblement des stages ou de formation, de préparation, ou sur les temps de compétition de chacune de ces trois équipes. Vous verrez qu'il y a aussi sur ce calendrier, mais c'est juste pour vous donner une vision, des stages qui sont transversaux, qui sont des stages de développement individuel au poste ou des stages de développement du leadership comme on en a créé maintenant il y a quelques semaines. Ces stages-là qui sont eux transversaux, totalement axés sur notre plan de succession et indépendamment du climat de l'équipe sur la génération. Donc tout ça pour vous dire que sur ces trois équipes de France et possiblement dans l'avenir sur ces quatre équipes de France jeunes, l'idée est de bâtir un climat, des fondations entre guillemets de performance les plus cohérentes et les plus stables possibles. Une fois que c'est introduit, pour répondre donc au questionnement de la conférence d'aujourd'hui, depuis un certain temps maintenant, il y a bien 2, 3 ans, on continue un travail entrepris depuis de nombreuses années qui est d'avoir un cadre de fonctionnement partagé sur chacune de nos équipes, sur chacun de nos stages et sur chacune, entre guillemets, de nos interactions avec les joueurs sur le temps de formation et du parcours, axé sur 6 piliers. Donc, vous les voyez sur l'écran. Je vous les détaille très rapidement. Le premier pilier est donc fondamentalement de s'asseoir sur notre culture, à savoir d'être fier et responsable de devoir assumer un jeu de prise de décision, un jeu de mouvement, un jeu d'initiative, donc un jeu qui réclame énormément de déplacement du ballon et des joueurs, tout en espérant avoir une conquête dominante et donc une aptitude à combattre raisonnablement. C'est la raison pour laquelle sur le pilier numéro un de notre culture, on n'aura pas le temps d'en parler longuement aujourd'hui, mais un de nos défis sur les années à venir, c'est de générer une certaine stabilité émotionnelle de nos staffs et de nos joueurs dans cet engagement important avec voilà, cette ambition de maîtrise dans l'engagement. Donc ça, c'est le premier pilier. D'abord, asseoir, assumer une certaine culture de notre jeu et le véhiculer dans tout notre fonctionnement. Le deuxième pilier est de cultiver un état d'esprit et surtout que cet état d'esprit soit cohérent tout au long du parcours. Le premier maître mot de cet état d'esprit, c'est d'assumer une certaine ambition, c'est-à-dire que dans notre culture française, vous savez comme moi que on a du mal à se positionner souvent entre notre devoir d'humilité, nos besoins de réserve, d'assumer que l'on veut être un prétendant à certains sacres ou à certains titres. Aujourd'hui, les équipes de France jeunes cultivent une certaine ambition, non pas de gagner à chaque fois, parce qu'on a le droit aussi de bien jouer et de perdre contre meilleurs que nous, et c'est tout ce qui fait la beauté de notre magnifique sport. Par contre, on se doit de cultiver une ambition de concurrence et d'émulation avec les meilleures nations du monde. Donc prioritairement, voilà, cultiver cet état d'esprit ambitieux avec voilà des valeurs évidemment indispensables que sont l'humilité, le travail, le respect, évidemment, et surtout l'ouverture. C'est-à-dire que dans cet état d'esprit, là aussi, c'est un deuxième pilier qu'on aura peu le temps de développer aujourd'hui, mais on essaie dans tout notre parcours de cultiver cette ambition et cette humilité, ce qui pour nous n'est pas du tout paradoxal, avec une volonté forte d'ouverture à l'intérieur du staff, d'ouverture entre les staffs et les joueurs, mais d'ouverture aussi entre les joueurs. Le troisième pilier, c'est d'avoir une cohérence sur nos stratégies de management, et ça c'est un pilier que l'on va détailler aujourd'hui. Le quatrième pilier, c'est d'avoir une cohérence sur les profils de joueurs sélectionnés, détectés et repérés. Là aussi, on va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui. Le cinquième pilier, c'est d'avoir une cohérence sur nos formes d'entraînement pour espérer avoir un développement harmonieux et élitiste. Et là aussi, on va le développer aujourd'hui. Et le sixième pilier, enfin, c'est notre projet de jeu.
volontairement, les numéros sont hiérarchiques et volontairement, tout ce qu'on nomme le projet de jeu n'intervient qu'en sixième. Non pas qu'il soit pas important, mais il est pour nous fondamental de l'inscrire dans un certain climat. Et pour nous, les 5 premiers thèmes sont de la responsabilité avant tout du climat qui doit être préalable à nos ambitions de projet de jeu. Donc aujourd'hui, on va essayer pendant quelques minutes de rentrer un peu plus dans le détail sur les 3 points qui sont volontairement sélectionnés pour rentrer un peu plus dans les détails, qui sont nos stratégies de management, les profils de joueurs recherchés et les formes d'entraînement. Alors sur les stratégies de management, l'idée c'est d'asseoir un respect de notre cadre Esprit Bleu, labellisé, marketé, on va dire Esprit Bleu, avec une démarche totalement participative à l'intérieur. Alors, notre mode de fonctionnement, il est essentiellement axé sur 4 piliers. 4 piliers axés sur une démarche participative à l'intérieur d'un cadre que l'on nomme Esprit Bleu, alors qui n'est pas spécialement libellé ou orchestré dans une convention ou dans un texte, mais qui est plutôt voilà, un respect, on va dire, strict des règles de vie sur le respect, l'humilité, l'entraide, et à la fois qui cultive, on l'espère, une pleine initiative et un plein droit à l'erreur. Donc, 4 piliers pour assumer notre démarche participative à l'intérieur. Le premier, c'est une formation à l'autonomie, c'est-à-dire que dans chacun de nos stages d'équipe jeune, dans chacune de nos équipes de France Jeunes, ce mot-là est totalement central. Alors évidemment que c'est jumelé avec un droit à l'erreur important et une capacité pour les joueurs de prendre la parole, de prendre des initiatives et de se sentir décideur ou co-décideur. Alors, comment ça fonctionne dans la pratique? Ça veut dire que dès le plus jeune âge, dès les premiers interpools au moment des regroupements interacadémies, on a l'habitude avec l'ensemble de nos staffs de laisser une marge de manœuvre importante aux joueurs pour préparer les contenus, débriefer les contenus, préparer les approches de match, débriefer les retours de match ou les retours d'entraînement. Voilà, c'est une démarche que l'on veut sur le moyen terme, sur toutes les années d'âge des catégories jeunes et qui se matérialise en fin de filière, par exemple sur les années moins de 20 ans où on a des garçons de l'équipe de France des moins de 20 ans qui sont tous les ans capables de préparer leur plan de match avec les entraîneurs, où l'entraîneur se place dans une démarche accompagnatrice avec le joueur et qui peuvent très bien les exposer à l'ensemble du groupe, y compris préparer le team run, c'est-à-dire l'entraînement de veille de match intra-joueur avec juste une vision, on va dire, accompagnatrice du staff avec eux. Et évidemment que ça ne se fait pas en une seule saison moins de 20 ans et que cette autonomie relative des jeunes joueurs moins de 20 ans en ce moment, elle est le fruit d'un parcours initié depuis de multiples années antérieures et surtout ce droit à l'erreur dans cette accession-là. Donc ça, c'est le premier pilier qui va de pair avec une individualisation, c'est-à-dire que pour nous, il est fondamental de mettre les équipes au service du développement des joueurs, c'est-à-dire que l'ambition du projet France Jeunes est de lister, suivre et d'accompagner des joueurs à fort potentiel et donc de les insérer dans certaines équipes qui momentanément vont leur permettre d'accélérer le développement. Donc, individualisation est souvent un mot qui fait peur parce qu'on est un sport hautement collectif et les performances de chacun ne peuvent être que dans un projet mûrement collectif. Mais l'idée, c'est d'assumer cette volonté du parcours individuel avec l'équipe à son service, même si toute réussite ou toute évolution positive ne sera que dans un cadre collectif. Et ça, c'est à chaque entraîneur de bien être garant de cette démarche-là. Ensuite, de travailler dans un maximum de bienveillance, intra-staff, staff-joueur et intra-joueur. Donc là aussi, on essaie d'avoir énormément de temps de briefing dans nos staffs pour essayer de mettre un climat le plus bienveillant possible et de s'attacher prioritairement aux individus, aux jeunes, aux hommes, parce que la particularité de ces squads font qu'ils mélangent des adultes, très souvent entre 10 et 15 adultes, et un nombre important de garçons qui sont parfois mineurs dans les catégories jeunes. Donc la notion de bienveillance est évidemment centrale et la notion aussi de transparence. Transparence dans la clarté du planning, transparence dans la clarté des objectifs, qui sont très souvent des objectifs de développement, et transparence dans le mode de fonctionnement des joueurs et du staff. C'est-à-dire que l'on espère créer un climat
qui laisse la parole libre, qui laisse l'opportunité aux joueurs de pouvoir témoigner, verbaliser leurs émotions et qui, en tout cas, on l'espère, ne cache peu de comportements qui peuvent être non pas déviants, mais en tout cas souvent cachés par peur du regard de l'adulte qui, dans nos modes de sélection, est un regard d'évaluateur. Donc voilà les quatre piliers fondamentaux et chaque manager d'équipe jeune est vraiment intimement responsable de créer ce climat à l'approche de la préparation de son stage ou à l'approche de la préparation d'équipe ou de compétition. Donc c'est une stratégie qui se veut sur le moyen terme où on est absolument conscient que l'on aura des effets quantitatifs et positifs que si uniquement on garde cette cohérence d'année en année et que si tous les joueurs qui parcourent cette filière de l'équipe des moins de 18, des moins de 20 développement et des moins de 20 ans, s'ils sont touchés dans ce cadre-là plusieurs fois par saison sur 2, 3 ou 4 années successives, on peut imaginer qu'on aura un impact fidèle à nos ambitions. D'où l'idée d'être à la fois évidemment avec un droit à l'erreur bien plus important dans les catégories jeunes, même s'il existe toujours, mais en tout cas avec une nécessité d'avoir un terreau et un bassin déjà axé vers l'objectif de fin de filière. Le quatrième axe de nos 6 piliers exposés au début est évidemment le profil des joueurs, certainement quelque chose de central, mais qui vient pour nous en quatrième position. Donc l'avantage, nous, modèle de sélection, est de nous intéresser exclusivement aux meilleurs joueurs dans leur catégorie, donc ce qu'on appelle les premiums dans leur catégorie. On n'aura pas le temps ici de définir ce que l'on appelle premium, mais peu importe. L'idée est de bien évidemment avoir le luxe et le privilège de se rendre compte que l'on s'intéresse très souvent aux garçons qui sont quand même dotés. Prioritairement rechercher des qualités d'autodétermination et des joueurs capables de décider sur et en dehors du terrain. Ça, je crois que c'est un acte fort. C'est un acte totalement assumé par les catégories jeunes de la fédération aujourd'hui, à savoir de prioritairement rechercher des garçons, voilà, déterminés, voire autodéterminés, en sachant qu'il faut avoir la prudence de laisser un accompagnement assez long sur ces ressources-là, parce que rien n'est figé dans les catégories jeunes, mais en tout cas, on essaie d'avoir une sensibilisation et un regard le plus tourné vers des joueurs qui, pour nous, sont capables de décider sur le terrain, sont capables de prendre des décisions en dehors du terrain et qui nous paraissent voilà, capables d'architecturer leur parcours avec une grande détermination. Ça, c'est une priorité absolue, une priorité assumée et depuis quelques années déjà. Et on pense que sur le moyen terme, ça portera ses fruits grandement. 6 annexes, entre guillemets, une fois que l'on essaie de trouver un garçon autodéterminé ou en tout cas d'accompagner un garçon pour qu'il le soit à la fin de la filière. L'idée n'est pas de rentrer exclusivement dès les 17-18 ans que des garçons qui nous paraissent déterminés, on va dire, au maximum, mais en tout cas d'avoir imaginé que ces garçons-là puissent y arriver si on veut continuer de travailler avec eux et de les accompagner. 6 ensuite, items qui pour nous sont fondamentaux, c'est une fois qu'on a ces garçons déterminés de prioriser des garçons qui sont capables d'enchaîner les tâches à haute intensité. Aujourd'hui, vous savez comme moi que notre jeu est fait de mouvements, est fait de prise d'initiative, est fait d'énormément de courses sans ballon. Donc aujourd'hui, on est vraiment focus sur des jeunes joueurs qui nous paraissent capables en tout cas sur le moyen terme, d'enchaîner les tâches avec une intensité maximale. Deuxième item, des garçons qui se rapprochent de la plus haute précision technique. Je ne vous cache pas que c'est l'item qui, dans nos squads et dans nos staffs, fait aujourd'hui le plus débat parce que l'on s'aperçoit que nos joueurs en bout de filière précis techniquement le sont souvent par
héritage social ou familial, mais pas toujours par le parcours proposé par notre accompagnement en rugby. Donc, c'est volontairement qu'on se veut provocateur en recherchant des joueurs très précis techniquement, même si malheureusement, aujourd'hui, notre haut niveau jeune produit que peu de joueurs avec une haute exigence technique. Mais en tout cas, c'est une ambition affichée chez nous. Troisièmement, prioriser les qualités d'appui, de gainage et de force du bas. Aujourd'hui, on se rend compte que le train moteur et le train accélérateur du bas du corps est absolument prioritaire à développer. Donc voilà, c'est une volonté affichée, évidemment, de mettre un peu de côté tout ce qui est volume, masse, densité, épaisseur du haut du corps et de, voilà, quitte à choisir, aller vraiment sur des qualités d'appui, de gainage et de force du bas. Assumer que l'on cherche aussi des joueurs qui comprennent le projet et qui comprennent le jeu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas éclectique et qu'on laisse la chance à des joueurs aussi de l'acquérir en cours de formation. Mais en tout cas, ça doit être un objectif fort pour jouer notre jeu notre jeu hautement intelligent et hautement tactique, d'avoir des joueurs qui sont capables de comprendre et le projet amorcé et le jeu à soutenir. Des joueurs capables de gérer leurs émotions. Là, aujourd'hui, c'est un axe fort de la fédération depuis quelques années maintenant, de travailler énormément sur cet accompagnement émotionnel. Et on n'aura pas le temps de l'exposer ici, mais notre premier pilier qui est d'être fidèle à notre culture fait que on a un gros défi de stabilité émotionnelle dans nos équipes jeunes pour espérer produire des joueurs voilà, capables dans l'avenir de soutenir l'énorme intensité du jeu de demain tout en maîtrisant un peu mieux ses émotions. Et dernièrement, des joueurs connectés aux autres. Alors ça paraît anodin, mais c'est un vecteur qu'on a associé l'année dernière, qui n'existait pas avant, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les modalités de communication font qu'énormément de joueurs sont connectés avec l'autre bout du monde via les réseaux sociaux ou avec énormément de partenaires dans toute la France via leur téléphone ou leur smartphone ou Internet. Mais très souvent, dans les moments collectifs d'échange et de préparation d'équipe, on s'aperçoit qu'il faut aussi être vigilant, parfois même réapprendre à rester connectés les uns les autres physiquement, visuellement et en présentiel. Donc c'est plus un aspect de vigilance. Aujourd'hui, on constate pas spécialement de défaillance à ce niveau-là, mais on a voulu, nous, les cadres nationaux, être très prévoyants là-dessus et déjà l'écrire dans notre label pour y être très vigilant dans les mois et dans les années qui viennent, pour faire que voilà, notre environnement numérique du moment ne nous dépasse pas. Le cinquième pilier à exposer est sur nos formes d'entraînement. Donc, essayer d'exposer nos garçons de la filière avec le plus de cohérence possible sur nos formes d'entraînement tout au long du parcours. Ce qui va de pair avec le profil des joueurs et évidemment avec les stratégies de management, c'est-à-dire une forte sollicitation, participation des joueurs et dans l'élaboration, dans le contenu et dans le débrief. 4 axes qui pour nous sont fondamentaux. La première des choses, c'est avoir la sensation d'entraîner partout. Alors c'est un peu du marketing, vous me l'accorderez, c'est-à-dire que faire prendre conscience à l'ensemble de nos jeunes joueurs que l'on s'entraîne aussi bien en salle, en arborant un certain mode de vie et qu'on peut s'entraîner de façon invisible, en vidéo, en débrief, en retour d'entraînement, autant que sur le terrain. Sous-entendu que notre heure ou notre heure et demie ou nos 2 heures de terrain journalier sont évidemment importants, mais ne sont pas tous les temps où l'on peut développer ses aptitudes de joueur de rugby. Donc, c'est quelque chose qui est totalement apparent dans chacun de nos plannings et sur lequel on libelle, par exemple, nos temps de vidéo ou nos temps de préparation de séance. On les appelle entraînement salle, entraînement vidéo. De la même manière que l'on peut s'entraîner aussi via son mode de vie à optimiser son développement avec l'aide évidemment du sommeil, de la récupération, de l'hydratation, d'une meilleure alimentation, ainsi de suite. En tout cas, essayer de faire prendre conscience à chacun de nos jeunes joueurs que se développer, c'est générer des objectifs de développement dans l'entraînement, mais dans l'entraînement sur toutes les strates de la journée. Et il y en a bien d'autres que notre unique terrain. Le deuxième axe, c'est d'entraîner tous les temps.
c'est-à-dire que lorsqu'on se fie sur notre entraînement de terrain, si l'on résume en bout de filière un match de haut niveau moins de 20 ans d'une Coupe du Monde, c'est à peu près 40 minutes de temps de jeu effectif pour 80 minutes de match. Si on compte ces 38 ou 40 minutes effectives comme le temps de vie du ballon, aujourd'hui, on pense que voilà, notre rugby français s'est nettement amélioré sur la capacité à correctement entraîner ces temps de vie du ballon. Par contre, on pense qu'on a un gap très important à franchir sur comment on entraîne les temps où justement ce ballon n'est pas en vie, à savoir ces temps morts ballon. Et donc, c'est 40 à 42 minutes sur nos matchs de haut niveau jeunes où momentanément, ben voilà, les joueurs sont pourtant sur le terrain, ont pourtant des émotions, ont pourtant des communications plus ou moins bien réalisées, qui font que ça a de l'incidence sur leur prise de décision à venir ou sur leur prise de décision différée ou sur la diffusion de leurs émotions. Et aujourd'hui, c'est un angle d'attaque prioritaire pour nous que d'essayer aussi, le mot est volontairement choisi, d'entraîner ces temps mort-ballon et surtout d'entraîner les comportements et les attitudes de nos garçons dans ces temps mort-ballon pour trois axes en fait. Générer de la confiance entre les joueurs sur les prises de décision à venir ou sur le reset, c'est-à-dire l'abandon des émotions négatives liées à l'action d'avant. Générer de la défiance envers l'adversaire parce qu'il voit une ossature et 15 garçons en face d'eux ultra connectés et sur la même longueur d'onde, et surtout générer de la stabilité émotionnelle envers l'arbitre, qui lui doit être mis dans une voilà dans une stabilité la plus neutre possible pour donc prendre des décisions efficaces. Et donc si elles sont efficaces, elles sont liées au règlement, elles sont connues, donc on peut s'y adapter. Donc aujourd'hui, c'est une volonté forte que d'être capable d'entraîner ces temps de non-vie du ballon et surtout d'avoir une action de formation et d'entraînement vis-à-vis de nos publics dès le plus jeune âge. Troisièmement, entraîner intelligemment. La particularité de nos temps de sélection est que nous avons que très très peu de jours pour préparer les rencontres internationales, avec très souvent une gestion de la charge millimétrée. Aujourd'hui, modestement, c'est le point où l'on a le plus avancé. Et aujourd'hui, notre département d'accompagnement de la performance est plutôt brillamment staffé et a beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, avec beaucoup d'humilité, un lieu et une façon que l'on maîtrise plutôt bien. Quatrième, entraîner sur le terrain uniquement sous une certaine pression. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on est en sélection et on a peu de temps de terrain, ce temps-là, il est tellement précieux si on veut limiter une charge. Nous qui sommes dans un sport de fraîcheur et d'intensité, il est important qu'à chaque fois que l'on aille sur le terrain, on soit sous une certaine pression, soit de décision, soit de vitesse, soit d'intensité, soit de transition, c'est-à-dire absolument abandonner en totalité tous les temps de terrain qui ne seraient pas sous une ou une multiple, sous un multiple rapport de pression. Donc évidemment, ça veut dire des entraînements le plus souvent possible en opposition et le plus souvent possible sous un rapport de pression élevé. Le leitmotiv ou l'environnement, entre guillemets, créé par les entraîneurs là-dessus est le suivant, c'est-à-dire qu'un entraînement basiquement repéré par chaque membre du staff ou des joueurs qui a un entraînement de terrain, il faut qu'il soit égal à 3 temps joueurs ou à 5 temps staff. Je m'explique. Aujourd'hui, on a instauré depuis plusieurs années maintenant l'absolue nécessité de faire prendre conscience aux joueurs qu'il y a le temps d'animation et il y a le temps d'entraînement de terrain, mais il y a prioritairement le temps de préparation en salle avec le briefing de la situation, qu'est-ce qu'on attend des joueurs, les comportements attendus dans la situation, la préparation éventuellement d'un ou deux clips vidéo illustratifs par les entraîneurs et que c'est autant important que la séance de terrain qui arrive après. Et de la même manière que le bilan ou le débrief vidéo associé à la post-séance est autant important. À savoir bien avoir conscience pour le staff et pour les joueurs que d'un temps de terrain, de 45 minutes de terrain, par exemple, on a possiblement 3 temps où l'on peut développer le joueur. Le temps de brief et de préparation, le temps d'entraînement lui-même d'animation et le temps ensuite de débrief et de bilan. Pour le staff, cette même équation 1 égale 3 devient, vous pardonnerez mes mathématiques, mais devient du 1 égale 5, à savoir que le staff, lui, est responsable de préparer
le briefing auprès des joueurs et de débriefer le débrief avec les joueurs pour mieux préparer le temps d'entraînement suivant. C'est-à-dire que sur nos plannings à 2, 3 ou 4 entraînements semaine, si on fait la multiplication, c'est prendre conscience aux joueurs que s'il y a 3 entraînements semaine, eh bien, il y a 9 temps de développement rugby et pour le staff, il y a 15 temps de préparation et donc de débrief. Ça, pour nous, c'est fondamental dans la logique pour que tous nos staffs aient bien conscience de l'absolue nécessité de bien préparer chacun des temps et de l'absolue précision de chacun de nos temps. Et que c'est la cohérence ensuite de ce qu'on va mettre comme contenu dans chacun de nos temps qui fera qu'on aura un développement exponentiel. La philosophie, donc, si je devais résumer, vu le temps qui nous est imparti, c'est de retourner sur 3 choses finalement assez simples. Donc, on a évoqué ensemble les profils de joueurs que l'on recherche et la façon dont on assume ces profils-là. On a développé ensemble le climat, entre guillemets, de management que l'on met et qui entoure ces joueurs dans tous leurs apprentissages. Et on a défini aussi également nos formes d'entraînement que l'on veut les plus cohérentes possibles sur toute la parcours. La philosophie, finalement, se résume pour nous, les staffs, sur 3 grandes choses. La première, c'est être respectueux de notre capacité à entraîner des principes et ne pas mettre des joueurs sur des formats de répétition, de forme de jeu. Donc, assumer le fait que nous, entraîneurs nationaux, lorsque l'on réunit nos joueurs, on entraîne des principes, que notre devoir est de donner des repères à nos jeunes joueurs et donc que l'environnement le plus propice, c'est de générer du plaisir en privilégiant des formes jouées. Voilà, c'est très difficile de faire un résumé, mais c'est l'exercice auquel je me suis exercé justement pour essayer de conclure notre document de label. Et s'il devait y avoir une petite conclusion, ce serait celle-là. Une illustration de notre mode de fonctionnement, c'est notre fameuse cible qui est affiché dans chacun de nos temps salles ou de nos temps de réunion, à savoir que l'on montre bien que le petit temps vert concentré, qui est le temps de jeu de chacun de nos joueurs, prendre des bonnes décisions dans le plein chaos de notre jeu ne peut se faire que si on génère des comportements et des attitudes les plus cohérentes dans chacun des autres cercles. Aussi bien les cercles de la vie tout court et de la relation avec l'extérieur que les cercles de la vie du groupe avec les entraînements en vidéo, les retours salles, les réunions leaders, mais aussi bien dans le langage du corps et les codes de communication quand le ballon n'est pas en vie que dans le jeu pleinement chaotique. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus là aussi de transposition et de cohérence sur les attitudes et comportements sur chacun des cercles précités. Marie, j'ai donc terminé. J'écoute vos questions. Alors, on a une question de Nathan sur le sur le 4e pilier, notamment le caractère autodéterminé. Comment vous évaluez en amont des sélections? Quels sont les observables? Alors, c'est volontairement un domaine en pleine exploration parce que au-delà des ressources techniques, stratégiques, tactiques, physiques, mentales, on le mettait souvent peut-être comme un 5e pilier. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, les ressources mentales englobent ou sont vraiment prédominantes à toutes les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut le mettre prioritairement. Objectivement, aujourd'hui, il est très difficile de quantifier ce sentiment-là. Nous, on se focalise sur beaucoup d'outils qui sont les entretiens individuels, le suivi et les échanges de chacun de nos joueurs. Et aujourd'hui, nos outils ou notre filtre, c'est énormément de croiser des informations sur tous les encadrants et les gens qui suivent ces joueurs-là, et ensuite de multiplier au maximum les entretiens individuels de projection, d'accompagnement sur chacun de ces joueurs-là. Donc, évaluer la capacité à être autodéterminé, déjà, c'est faire preuve d'humilité et de savoir qu'on l'évalue qu'avec un certain spectre. Deuxièmement, c'est assumer le fait que ce soit évolutif et que ce n'est pas figé dans le temps. Et évidemment, je crois que la conclusion, c'est de le prendre avec beaucoup de prudence parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel je pense qu'on doit tous progresser, aussi bien en termes d'outillage que de mesures.
même si je reste quand même très prudent sur les mesures. Et je crois que dans une activité de relations humaines comme la nôtre, rien parfois ne remplace un certain regard ou une certaine expérience. Et je rebondis sur une autre question de Nathan. Justement, il pose la question, quels sont ces critères d'évaluation du label France en termes quali et quantitatifs? Très bien. En fait, alors, ces critères d'évaluation, lorsque l'on fait les débriefs de nos équipes de France jeunes, les seuls critères d'évaluation, c'est quel jeu a été produit et quel état d'esprit a été généré. C'est-à-dire s'il y a deux critères d'évaluation fondamentaux, deux piliers, lorsque l'on débrief en fin de saison avec Didier, le directeur technique national, c'est de bilanter la qualité de notre jeu produit et de bilanter l'état d'esprit, staff et joueurs rayonnant sur chacune de nos équipes. Donc, s'il y a deux évaluations chiffrées et uniquement deux, ce serait celle-ci. Ensuite, ces 6 piliers, c'est de notre responsabilité, nous, les managers d'équipe, de les faire vivre en continuum. Et ensuite, si les deux premiers objectifs qualitatifs débriefés ne sont pas atteints, mais on essaie de creuser dans chacun des 6 piliers là où éventuellement on aurait fait défaut ou là où éventuellement on aurait failli. Mais en tout cas, on se refuse de bilanter nos saisons par rapport aux résultats, parce qu'on sait très bien qu'on est sur un sport d'opposition et qu'on veut mettre les équipes au service de développement du joueur. Donc pour nous, le résultat n'est que la conséquence de si on fonctionne bien et de si notre modèle est pérenne. Donc voilà, les deux observables et les deux évaluations, c'est la qualité in fine de notre jeu produit et l'état d'esprit généré. On a une question d'Adrien. Quel discours tenez-vous devant le groupe, notamment sur les profils super pouvoirs? Et est-ce que le rejet existe? Alors, devant le groupe, la particularité, c'est qu'à partir du moment où l'on est en sélection, on choisit les joueurs. Donc, les joueurs qui viennent et qui sont dans nos effectifs, ce sont toujours des joueurs que l'on a sélectionnés. Donc, on a rarement des joueurs en face de nous que l'on n'a pas pris. Ça peut arriver dans certains cas lorsqu'on fait les visites de club et qu'on se justifie et qu'on fait des entretiens de continuité avec les joueurs, mais c'est pas la majorité des cas. Donc, c'est un débat que l'on n'évoque jamais parce qu'en fait, si c'est un choix de détection pour nous chez les jeunes d'essayer forcément de repérer chez les garçons ceux qui ont quelque chose en plus. Je vous cache pas que très souvent c'est communément admis, c'est-à-dire que il faut pas spécialement être un grand expert du rugby pour croiser Antoine Dupont en moins de 18 ans autour d'un terrain ou Romain Tamac autour d'un terrain en moins de 17 ans et pour se rendre compte qu'il a quelque chose de plus. Donc voilà, modestement, je pense que tout le monde est capable de le voir. Par contre, une fois qu'il est là et qu'il est là parmi d'autres, c'est-à-dire de tous les joueurs qui sont repérés ou dans nos stages, ben, on estime avec leurs encadrements de club, avec leurs encadrements de filières, d'académies ou d'accompagnement de centres de formation, on essaie de se mettre d'accord ou en tout cas d'avoir un filtre qui nous montre qu'ils ont sur au moins une ressource quelque chose de dominant, quelque chose de supérieur entre guillemets à la moyenne. Après, voilà, ça peut être une qualité technique, une qualité physique, une qualité tactique. Ça peut être plusieurs à la fois. Ça peut être aussi très souvent des qualités d'optimisation mentale qui font que toutes les autres ressources arrivent à leur paroxysme plus vite. Et alors, il y a une autre question de Christophe qui est intéressante, je trouve, c'est sur la gestion des émotions. Comment faites-vous pour faire avancer les joueurs sur cette compétence? Alors, on a entrepris le travail il y a plusieurs années maintenant. La façon dont ça s'est matérialisé, je ne sais pas si les collègues l'ont observé, mais ça fait au moins quasiment 2 saisons que toutes les équipes de France jeunes et même le 15 de France maintenant, sur les moments où il y a eu un essai marqué ou encaissé, les joueurs se réunissent en bulle
vous savez, se mettent en cercle, commencent par faire une respiration commune, et ensuite il y a un temps de discussion et de projection sur l'action suivante. Donc, le premier élément matériel, ça a été de nous centrer sur les éléments critiques du match. Donc, on a priorisé les moments de marque à la main, c'est-à-dire quand on prend un essai ou quand on en met un, parce qu'on pouvait imaginer que c'était les moments où les émotions fluctuaient le plus à l'intérieur de l'équipe, positivement ou négativement. Et l'idée, ça a été de structurer ces temps-là, de les structurer pour essayer de reconnecter émotionnellement chacun des joueurs et surtout de se projeter inéluctablement sur l'action d'avant, c'est-à-dire d'essayer de non pas faire abstraction des émotions parce qu'elles existent et elles sont plus fortes que nous, par contre de les verbaliser, de les faire ressortir et très très vite de se reconnecter ensemble sur l'action d'après. Donc, la chose qu'on a mis en place prioritairement, c'est de structurer ces temps faciles d'essais encaissés ou d'essais marqués pour que les joueurs des collectifs France se regroupent entre eux. Le temps est structuré en 3 phases, qui est un temps de respiration, c'est-à-dire, bon, ça va de 3 à 4, il y a différents temps et différents tempos, et on essaie de creuser d'ailleurs des études en ce moment avec France A7 féminine là-dessus. L'idée, voilà, c'est de structurer un temps de respiration qui est souvent pris par un leader de respiration pour reconnecter l'ensemble des joueurs physiologiquement, 10, 12, 15 secondes. Ensuite, il y a un temps d'organisation du brief pour préparer l'action suivante, qui est très souvent fait par un leader ou par le capitaine. Et l'idée est de reconnecter physiologiquement et mentalement chacun des joueurs sur le coup d'envoi qui va arriver. Coup d'envoi qui est soit en réception, soit offensif. Mais voilà, pour faire table rase, entre guillemets, des émotions passées et de ce qui s'est passé sur l'action d'avant, et avec l'absolue nécessité que c'est l'action qui arrive qui est fondamentalement la plus importante. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a structuré, honnêtement, assez facilement. On a trouvé que les garçons, nous, dans les catégories jeunes, ont très très vite répondu. Aujourd'hui, ça devient une habitude et même dans nos formes d'entraînement, les petits temps morts qu'il y a, les garçons ont l'habitude de se remettre en bulle, qu'on appelle aujourd'hui une bulle de maîtrise. Maintenant, on travaille à l'intérieur de ces bulles pour les structurer et pour un peu mieux structurer le brief et la répartition du temps de parole à l'intérieur. Parce que voilà, quand tout est simple, quand c'est facile, bon, on ne se rend pas réellement compte de la pertinence de ce fonctionnement. Par contre, en plein chaos, en plein stress, des fois, on se rend compte voilà, qu'il est absolument nécessaire que les choses soient bien cadrées, bien structurées en amont, sur qui prend la parole, qui pose des questions, qui statue, qui débriefe. Et là, dans le rôle du leadership et le fait que le capitaine ou celui qui prend la parole ait une autorité naturelle et assise dans le groupe est totalement fondamental. Ensuite, alors ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Nos grands chantiers ou nos grandes ambitions, c'est de maintenant structurer aussi émotionnellement le fonctionnement de nos joueurs et de notre équipe lorsqu'on marque un essai, parce que vous savez comme nous qu'au moment des célébrations aujourd'hui, on voit très souvent 3-4 joueurs qui sont peut-être connectés entre eux et 10, 11 ou 12 autres qui ont une autre tâche. On essaie aussi de structurer sur les moments critiques lorsqu'il y a éventuellement une décision de l'arbitre qui est perçue comme injuste. Et puis on essaie aussi de structurer ce qu'on appelle les joueurs proches de la décision de l'arbitre, c'est-à-dire notre troisième lignel très souvent terrien et surtout notre demi de mêlée. Il faut savoir qu'aujourd'hui le demi de mêlée passe 70 à 80% de son temps dans la zone de l'arbitre et que pour nous il est fondamental qu'il ait une communication verbale et non verbale qui génère le plus de stabilité émotionnelle pour notre collègue arbitre. Et ça aussi c'est quelque chose sur lequel on travaille en profondeur avec nos demi de mêlée de la filière pour qu'ils aient bien conscience que même quand ils s'adressent à leur partenaire, indirectement ça rentre dans l'oreille de l'arbitre et les comportements notamment physiques et non-verbaux sont toujours, entre guillemets, perçus, captés inconsciemment par l'arbitre. Donc, il est important de travailler sur ce climat-là. Juste, Sébastien, apparemment, on a bien noté les 2 temps et le troisième, c'est quoi exactement? Pardon, Marie, je n'ai pas compris. Les 2 temps, les 2 temps autour des essais, le troisième temps, c'est quoi exactement? Non, en fait, on a ce qui existe aujourd'hui, c'est la structuration sur ce qu'on appelle nos bulles de maîtrise sur le moment où on a pris un essai ou le moment où on a marqué un essai. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers ouverts. Il y a le premier chantier qui est le temps de la célébration des essais marqués, où
l'on sait, lorsqu'on marque un essai, le temps que la transformation soit faite, il y a à peu près 1 minute 15, entre 50 secondes et 1 minute 15 pour le temps que l'équipe soit reconnectée sur le coup d'envoi réceptif à venir. Donc, il y a ce temps-là où émotionnellement, il y a toujours 3-4 secondes où très souvent les 3, 4, 5, 6 joueurs proches véhiculent des émotions très positives. Certains retournent déjà dans leur camp. L'idée, c'est de structurer dans le temps, peut-être ce temps-là pour qu'il y ait un moment de verbalisation, d'extérioration des émotions peut-être individuelles, mais que très très rapidement on puisse régénérer des émotions stables et cohérentes. Cette idée, elle est préalable à la bulle de maîtrise, à savoir que on pense que sur ce temps mort du ballon, la façon dont réagissent concomitamment l'ensemble des 15 joueurs a une forte influence aussi bien sur la dynamique de cohésion collective que sur la dynamique de défiance de l'adversaire. À savoir que si au moment où on célèbre un essai, il y a 2 joueurs qui se sautent dans les bras, il y en a 3 autres qui tournent le dos, qui vont ailleurs, et il y en a 10 qui attendent, ça a forcément un impact sur l'équipe adverse. De la même manière, si une équipe marque un essai et que tous les joueurs repartent en sprint dans leur camp, ça a forcément un impact sur l'équipe adverse. Donc l'idée, c'est de faire mesurer aux joueurs que tous leurs comportements verbaux, non verbaux et leurs attitudes sur les moments critiques ou émotionnels forts ont un impact fort, soit de confiance à l'intérieur de notre groupe, soit de défiance envers l'adversaire. Donc la célébration des essais, c'est l'exemple le plus simple parce qu'il est figé, il est arrêté dans le temps, mais on a aussi les mêmes exemples lorsque l'équipe prend un carton jaune, lorsque l'équipe subit une décision qui peut paraître injuste auprès des joueurs. Voilà, on identifie pas mal d'éléments critiques sur lesquels on essaie de faire travailler, de faire débriefer avec des retours vidéo les joueurs sur leurs attitudes sur les 3, 4, 5 secondes qui ont suivi. Et de ces attitudes-là, on est persuadé que si elles sont concordées, si elles sont émotionnellement en cohérence, on a un impact émotionnel très très fort de défiance vis-à-vis de l'adversaire. Bon, le paroxysme étant, je pense, ce qu'ont brillamment réussi les Anglais pendant la Coupe du Monde au Japon, jusqu'à la finale, où bon, parfois c'était limite peut-être de l'arrogance collective. Par contre, on peut imaginer qu'ils avaient énormément travaillé sur ce secteur-là et que l'ensemble de leur flux émotionnel était plutôt cohérent et stable, ce qui, en tout cas de l'extérieur, dégageait un sentiment de force collective impressionnant et un sentiment de, je pense, vis-à-vis de leurs adversaires, de défiance important. Merci. On a une question de Thomas. Quelle place dans cette formation du double projet? Notamment l'opportunité de mettre en place des stages, des cursus à l'étranger qui permettraient de faire évoluer les joueurs dans un environnement différent. Place évidemment prioritaire parce qu'aujourd'hui les jeunes garçons de la filière sont quasiment tous en académie Pôle Espoir, à savoir dans un double projet obligatoire et maîtrisé. Lorsqu'ils passent en centre de formation, le double projet est aussi garanti statutairement. Donc j'ai envie de dire une place évidente et centrale, même si pour nous, en tout cas, l'ambition est d'aller plus loin. C'est pas spécialement d'avoir un double projet ou un triple si on y associe le projet social et le projet environnemental et familial qui peut être autant prioritaire que les 2 autres. En tout cas, c'est de cultiver une nécessité d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, notre philosophie, c'est d'assumer aussi que l'on aura des meilleurs jeunes joueurs de rugby français si évidemment c'est des bons hommes, si c'est des meilleurs hommes et si surtout ils cultivent une nécessité d'ouverture sur le monde. Donc au-delà d'une nécessité diplômante ou d'une nécessité de formation initiale et continue importante, c'est pour nous prioritairement de développer l'intérêt, voilà, de rester connecté, de rester ouvert sur le monde et de rester en totale en totale connexion avec le monde qui nous entoure. Donc aujourd'hui, je pense que nos académies pour l'espoir nous protègent parce qu'on est encore dans des lycées avec des garçons et des filles de leur classe d'âge, avec des classes qui ne sont pas exclusivement entre rugbymen et qui aurait rien de pire que de rester en vase clos et de n'être pas suffisamment ouvert sur le monde.
On essaie d'imprimer cette philosophie au maximum déjà nous à l'intérieur de nos staffs. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de nos staffs jeunes bougent très souvent. On essaie de s'ouvrir vers le monde des entraîneurs professionnels, vers le monde des ressources externes qui changent très souvent. Alors pour nous, ça peut être un handicap de toujours, entre guillemets, être dans la reconstruction. Par contre, on y cultive une force, une richesse et une philosophie très très forte qui est de nourrir cette ouverture, cet échange perpétuellement. Et on l'espère le faire transpirer à nos catégories jeunes. En tout cas, c'est une ambition première. Et justement, cette force, cet esprit, il existe aussi chez les féminines. Et à partir de quel âge, enfin quel niveau, au niveau des jeunes? Oui, alors bien sûr. Après, je ne suis pas en responsabilité sur le projet féminin. Par contre, voilà, il faut savoir que depuis 2 années maintenant, les académies pour l'espoir sont mixtes et les publics féminins de haut niveau participent de la même manière à ce projet de développement. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus sur le projet parce que il ne m'incombe pas, mais en tout cas, c'est une volonté évidemment première de la fédération de faire que le projet féminin est totalement inclus dans le projet France Rugby. Alors, c'est juste par rapport à quel âge en jeune, en fait? Ça commence à partir de quel âge? Les académies, c'est le projet de 16 à 18 ans, les années lycée. Et en fait, il y a les centres de suivi moins de 15 ans qui officient dès la fin d'année de collège, c'est-à-dire dès les moins de 15 ans. D'accord. Il y a une question de Mathieu par rapport aux formes d'entraînement. Les joueurs participent comment à la préparation des séances? Est-ce que c'est eux qui décident de l'objectif? En gros, comment ça se passe cette phase? Très bien. Prenons un exemple. Par exemple, sur le team run ou l'entraînement de veille de match, communément souvent appelé l'entraînement du capitaine, ça fait plusieurs années maintenant que dans les équipes jeunes, c'est un format très rythmé, très séquencé, qui est de maximum 35 minutes où on essaie d'atteindre des très hautes vitesses, parfois des vitesses supra-match. Et alors, on aseptise légèrement l'opposition pour qu'il y ait des courses très élevées, des moments de décision très élevés, parce qu'on fait, si on est 26, on fait du 15 contre 11, si on est 28, on fait du 15 contre 13. En tout cas, c'est un moment en opposition aseptisé sur le contact et à pleine vitesse. Par exemple, ça peut être, et c'est très souvent le cas, que le contenu de cet entraînement du capitaine est totalement laissé libre au leader de jeu. Uniquement le cadrage, c'est-à-dire le séquençage des temps de repos pour générer de la haute vitesse où le volume couru total est maîtrisé par le staff. Et ensuite, les lancements proposés ou les modalités par exemple, si on démarre sur un lancement sur une touche aux 40 mètres, est-ce que le temps s'arrête lorsque l'équipe a marqué? On joue toujours la réversibilité? Oui, non. Ça peut être à l'initiative des joueurs. Et aujourd'hui, dès qu'on arrive en moins de 20 ans, c'est des garçons qui ont l'habitude de proposer à leurs entraîneurs, tiens, aujourd'hui pour le team run, en prévision de jouer l'Irlande, on va travailler plutôt des ballons défensifs dans telle et telle zone. On va travailler avec au moins 3 transitions imposées la veille de match parce qu'on sait qu'on va avoir ce genre de séquence le lendemain. Donc, par exemple, ça peut être une décision des leaders de jeu définis pour un match de totalement décider du contenu, que ce soit sur les lancements ou sur les transitions imposées de l'entraînement de veille de match, par exemple. Et du coup, justement, sur cette gestion de l'autonomie qui est demandée aux joueurs, ça peut être mis en application en club? Oui. Afin de les habituer aux exigences du label jeune, en fait, de la FFR. Je pense évidemment. Rien n'est exclusivement réservé à un endroit ou à un autre. Il faut bien avoir conscience que nous, on est dans un environnement luxueux de temps,
sur les moments de nos sélections, parce que la particularité d'une sélection, c'est que quand on regroupe, on est H24 ensemble pendant un nombre de jours souvent limité, mais on a une ventilation horaire sur la journée totale. Donc très souvent, ce temps-là fait aussi que l'on peut architecturer un peu mieux nos actions, et certainement que les entraînements de l'après-midi ou du soir en club, ben, la contrainte de temps, elle est forcément bien supérieure. Donc il faut avoir voilà, cette modestie liée au temps qui fait que l'on peut peut-être pas architecturer de la même manière. Après, sur la philosophie, je crois que évidemment oui, tout est largement possible, c'est qu'une question d'état d'esprit. Je crois fondamentalement que pour laisser de l'autonomie aux joueurs, c'est la posture de l'encadrant et de l'éducateur qui est fondamentale. Et nous, on s'attache vraiment à avoir nos formateurs et nos entraîneurs qui se postent dans une posture justement d'accompagnateur, qui sont à l'écoute, qui n'excluent pas la décision, c'est-à-dire ils se sentent dans une décision inclusive, inclus au milieu des joueurs, où on demande l'avis, on questionne. Ça n'exclut pas qu'à un moment donné, il y a une prise de décision assumée par le staff et on suit une direction, mais en tout cas, c'est absolument pas prescriptif ou directif. Donc, je crois que la priorité à cette philosophie-là, c'est d'avoir cette posture d'accompagnateur en tant qu'entraîneur. Ça, c'est la priorité. Et de deuxièmement, générer des temps et un climat propice à l'échange, à la discussion, à la proposition, même s'il y a toujours une décision qui peut être assumée par un staff in fine. Mais je crois que la définition de ce climat-là, elle est totalement fondamentale. Et ça nécessite forcément une posture de l'entraîneur adéquate et, en tout cas dans les catégories jeunes, de laisser un droit à l'erreur très élevé. C'est-à-dire de laisser le système s'éprouver et de laisser le climat produire, entre guillemets, ce qu'il a à produire pour le réguler après. Là aussi, ça veut dire, nous, entraîneurs, ne pas se mettre dans la quête de la répétition à la perfection, ce qui dans notre sport est une hérésie, parce qu'on peut passer 90 ans à jouer au rugby, on ne vivra jamais deux fois la même situation, c'est totalement impossible de par notre rapport d'opposition complexe. Donc, entraînons-nous à la prise de décision, créons un climat justement de haute charge cognitive et de haute prise de décision et entraînons nos joueurs justement à mieux décider. Ok. Il y a une question. Tout à l'heure, tu as parlé des rendez-vous dédiés aux joueurs leaders. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces rendez-vous-là? Oui. Aujourd'hui, quel est le contenu, quoi? D'accord. Sur les préparations de match ou sur nos stages de développement du leadership? Sur les deux, on peut peut-être parler des deux. Parler des deux. Oui, en fait, sur chacune de nos semaines de préparation d'équipe, voilà, il faut savoir qu'il y a à minima 3 temps leaders qui sont identifiés. Un temps très souvent de débrief et de retour, d'échange avec le staff sur éventuellement la performance d'avant, le match d'avant ou l'entrée dans le début de la semaine liée au cadre de vie et au fonctionnement. Ensuite, il y a toujours un temps de préparation du match et de l'environnement du match à venir. Et ensuite, un temps aussi de présentation par ces leaders à l'ensemble du groupe sur le match qui arrive. C'est-à-dire que chaque semaine internationale des moins de 18 ans ou des moins de 20 ans, elle est toujours à minima rythmée par 3 temps de réunion entre les leaders et le staff. Leaders qui sont, c'est pas un groupe fermé, c'est un groupe qui peut être évolutif, c'est un groupe qui est volontairement restreint pour justement avoir cette possibilité d'échange et cette perméabilité dans l'échange. Voilà, sur les décisions liées au jeu, il y a forcément des postes qui y sont de façon récurrente et automatique. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir ce climat et cet environnement et de savoir que dans chaque semaine, il y a un sas perméable pour ces joueurs-là. Donc ça, c'est architecturé sur chacune de nos semaines, c'est des temps aujourd'hui autant importants que nos temps de match, nos temps d'entraînement et ainsi de suite. Ensuite, pour aider nos joueurs suivis justement à développer leur leadership, ça fait 2 ans maintenant que l'on travaille sur la création du potentiel leader et du développement. Et là, on a mis un stage en place cette année qui a eu lieu il y a 5 semaines maintenant, qu'on va routiniser, c'est-à-dire on va le faire à minima tous les ans et on essaie d'avoir des actions flash d'une journée d'accompagnement aussi dans l'année. L'idée là, c'est de sensibiliser les joueurs sur
le rôle du capitaine et le rôle des leaders, c'est-à-dire de vraiment les sensibiliser aux techniques de leadership et à la diffusion de ce leadership. Sous-entendu, voilà, un capitaine, ce n'est pas celui qui doit assumer toutes les décisions et qui, en plus de la lourde tâche d'être un joueur exemplaire, doit entre guillemets prendre en charge la totalité de l'extraterrain. C'est exactement l'inverse. C'est une partie, on essaie de comment dire, de les former à une démarche participative, y compris de leur prise de décision. Donc, c'est essayer de former nos joueurs listés très jeunes à la naissance de ce leadership et au fonctionnement du leadership, au code de communication et aux contagions émotionnelles. Ensuite, de les former aussi au projet de jeu et à travailler avec les entraîneurs à qu'est-ce qu'on attend sur le projet de jeu pour qu'ils en soient un peu plus informés que les autres et aux aptitudes techniques à l'intérieur de ce projet de jeu. C'est-à-dire que par leader, on identifie les leaders de jeu, les leaders de vie, les leaders potentiels capitaines, mais aussi et surtout les leaders de jeu, parce qu'il y a dans notre sport certains postes qui, quoi qu'il en soit, assument la totalité de par leur poste 9, 10, 12, 8, 9, 10, 12 des décisions, voire des réalisations techniques sur les premières passes. Aujourd'hui, notre jeu à haut niveau jeune, il est à 80% constitué de deux passes et la qualité première de ces deux premières passes, la qualité technique de ces deux premières passes même pied a une influence totale sur le projet de jeu ambitionné. Donc l'idée, c'est de créer des stages et d'assumer des stages pour des joueurs ciblés sur lesquels on va beaucoup plus loin dans la connaissance et la diffusion des théories liées au leadership, dans l'accompagnement émotionnel de ces joueurs-là, dans l'accompagnement au projet de jeu de ces joueurs-là, dans l'accompagnement technique justement de ces joueurs-là pour, par effet ricochet, faire en sorte que ensuite dans leur environnement club et leur environnement de sélection, ils soient un peu plus outillés et ils grandissent un peu plus vite. Et justement, quelle est la place de l'ego des joueurs dans ce dispositif? J'ai envie de dire premier parce qu'on ne peut pas avoir un sentiment de nous, notre défi, il est le suivant, il est d'être capable de nourrir la réalisation personnelle d'ego de chacun de nos membres, staff et joueurs, et à la fois de s'insérer exclusivement dans un projet de réussite collectif. Donc, pour répondre à ta question, Marie, je dirais qu'il est premier, c'est-à-dire que la priorité, c'est de bien connaître chacun de ses collègues staff et chacun de ses joueurs pour bien connaître ses motivations intrinsèques et personnelles, sous-entendu ses réalisations en termes d'ego, pour petit à petit, en termes de management, l'insérer totalement dans la réussite d'un projet collectif qui peut passer par moments, voilà, par une mise entre parenthèses sur le court terme de sa réalisation personnelle, mais en tout cas, on est obligé de le connaître avant de le projeter. Donc, je pense que c'est totalement premier, d'où l'item de l'individualisation, c'est-à-dire connaître les joueurs, connaître leurs objectifs, les accompagner vers l'objectif, même si momentanément, il faut les rentrer exclusivement dans une réussite à un projet collectif. Alors, je crois que c'est l'énorme difficulté de nos métiers. C'est à la fois ce qui est exaltant quand on essaie de manager un projet ou une équipe. Et je crois que voilà, c'est ce qui est aujourd'hui totalement central dans nos process de sélection. Bonjour, excuse-moi. Est-ce que vous utilisez un outil d'évaluation du joueur pour définir ses capacités à être leader? Un outil d'évaluation par rapport à sa personnalité, par exemple? Non, aujourd'hui non. Alors, on en a eu utilisé énormément. On a eu énormément d'outils. Aujourd'hui, volontairement, non. Volontairement, c'est plutôt à ce que recoupe l'ensemble des staffs. C'est suite à nos bilans d'entretien individuel. Et pour l'instant, on est sur une phase où on le veut, voilà, très ouvert, tout simplement pour générer, voilà, un maximum de confiance. Et vu que c'est un domaine en plein développement et un domaine de recherche en ce moment prioritaire à la fédération. Aujourd'hui, on veut pas s'enfermer dans des outils précis, maîtrisés. Même si on a aujourd'hui nos staffs d'équipe de France sont formés, sont formés à l'heure actuelle. D'ailleurs, vu que la première session a démarré il y a 6 mois, et bon, on a énormément de mesures ou d'outils qui nous sont présentés, mais pour l'instant, on est en pleine expectative.
Justement, sur ces staff France Jeunes, c'est quoi les attendus chez les entraîneurs qui sont choisis? Les attendus, c'est prioritairement voilà, pouvoir s'inscrire dans un projet collectif existant, donc être voilà, se sentir capable d'assumer et de continuer ce projet existant. Deuxièmement, de se sentir capable aussi, et nous, de les sentir capables de nourrir, d'agrémenter et donc forcément de faire développer le projet. C'est-à-dire que nous, le défi à chaque fois, c'est à chaque fois qu'il y a un choix d'une personne, c'est d'être absolument certain qu'il va nourrir, donc bonifier le projet. Et nous, on part du principe sur la nécessité d'ouverture sur le monde, que chaque nouvelle personne, pour nous, est une richesse inouïe et nous amène forcément un point de vue différent, une petite touche différente, donc un enrichissement. Donc, pour répondre à ta question, c'est prioritairement une ouverture sur le monde importante, une humilité importante pour s'insérer dans un projet existant, et puis forcément, voilà, des compétences reconnues qui vont forcément nourrir le projet. Alors, je vais poser une dernière question sur les critères physiques définis par le staff. Comment ils sont définis? Gainage, appui, force du bas? Oui, alors là, oui. En fait, c'est force du bas. Bon, c'est assez facile. Aujourd'hui, il y a des façons métrées de le quantifier. C'est une stratégie de déploiement dans la filière au niveau des académies pour l'espoir avec des petites médailles, bronze, argent, or, qui les situe par rapport au plus haut niveau international jeune. Mais l'idée n'est pas d'avoir un cut à franchir ou une limite entre guillemets sur lequel soit on bascule positivement, soit on n'y est pas. L'idée, c'est de pas instaurer de limite. L'idée, c'est de situer, connaître et d'insérer dans une marge de progression. Ensuite, sur les qualités d'appui et de gainage, c'est surtout une influence forte pour nos formes de développement et d'accompagnement, à savoir que de prioritairement avoir dans nos modes de développement ces attendus physiques. Ensuite, voilà, il n'y a pas spécialement de tests d'appui et de tests de gainage ou de tests de force du bas qui sont entre guillemets des attendus prioritaires pour être sélectionnés. Mais par contre, dans le plein jeu, et aujourd'hui, si évaluation il y a, elles ne se font que dans le jeu, y compris pour la vitesse. Aujourd'hui, on est suffisamment équipé en GPS pour pouvoir prendre la Vmax d'un joueur en situation de jeu. Voilà, on essaie de se servir de tous nos outils vidéo et GPS pour contextualiser au maximum les ressources à l'intérieur de notre plein jeu. Parce que revenons au début de notre discussion, notre jeu est un jeu hautement tactique. Voilà, c'est un plein chaos décisionnel. Donc aujourd'hui, les qualités exprimées n'ont de sens que dans ce plein chaos, à notre avis. Alors, pour conclure, juste une dernière remarque. Comment s'est répercuté toutes ces orientations vers les clubs? Ça revient un peu souvent sur ces questions de comment on peut voilà, faire le lien entre ce label jeune et les clubs. Mais en gardant cette posture d'ouverture, d'échange et d'humilité, aujourd'hui, c'est vrai que la fédération a nommé 3 entraîneurs nationaux qui sont en charge des suivis des jeunes joueurs à haut potentiel dans l'ensemble des centres de formation français, donc Jean-Marc Bedered, Philippe Bauer et moi-même. Nous maillons le territoire des centres de formation tous les 3, avec Sébastien Calvé qui pilote entre guillemets l'architecture avec les académies et en dessous le niveau jusqu'au moins de 18 ans. Donc l'idée, voilà, c'est dans la même logique de faire preuve d'ouverture, d'échange, pour qu'à chacune de nos interactions, on se nourrisse les uns les autres. Donc c'est absolument pas une démarche qui se veut prescriptive, c'est une démarche qui se veut voilà d'échange, d'accompagnement, d'ouverture et de faire que lors de chacune de nos visites de club, on échange avec les collègues de staff de club et de CDF. Modestement, on espère nous aussi apprendre des choses et à chaque fois on en revient plus enrichi par des nouvelles expériences et on espère aussi que ces interactions-là, par effet perméable,
induisent aussi des nouveaux fonctionnements et des nouveaux modes de fonctionnement à l'intérieur des clubs, ce qui est déjà, à mon avis, le cas depuis plusieurs saisons, où on voit que l'environnement autour de la formation et des centres de formation a énormément évolué et à notre avis, évolué très positivement. Bon, on va respecter le timing. On s'était dit 1 heure. Alors, je sais que c'est court, qu'il y a encore sans doute beaucoup de questions que vous vous posez. Donc, comme je l'ai dit dans le chat, vous recevrez le support de présentation à la suite de la webconférence. Donc, merci à vous tous pour votre présence. Merci pour ces échanges. Bien sûr, merci à Sébastien pour son témoignage et surtout sa disponibilité et tout son partage, toutes ces informations. Donc, cette webconférence, elle a été enregistrée, donc on va pouvoir vous la remettre via YouTube en replay d'ici l'après-midi ou dans les prochains jours en tout cas. Moi, je me permettrai de vous solliciter pour vous faire parvenir un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend 2 minutes, pas plus, notamment pour avoir vos retours et éventuellement vos suggestions pour nos prochaines webconférences. Et puis enfin, si vous souhaitez rejoindre le regroupement en adhérant, n'hésitez pas à me le communiquer par retour de mail. Voilà. Merci Marie. Je voulais me joindre au remerciement de Marie vis-à-vis de Sébastien pour sa compétence, ses expériences et cette volonté de modernisme et d'innovation dans les comportements vis-à-vis des jeunes de notre élite. J'espère que tout le monde aura profité de ces propos et que nous pourrons de nouvelles fois aller dans d'autres orientations au niveau de la formation générale, mais aussi de la préparation physique, ça a été fait déjà, on le refera, de la préparation mentale, et surtout de tout ce qui pourrait bénéficier à la formation de nos clubs et de nos académies. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Marie, pour l'organisation aussi.